Les excroissances que l'on retrouve un petit peu partout sur la planète, que ce soit en Égypte, que ce soit au Pérou, que ce soit ailleurs dans le monde, eh bien, elles font couler un petit peu d'encre, des fois même beaucoup d'encre, car les fonctions qu'on leur attribue, dans la plupart des cas, n'ont pas su passer le test du terrain. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous emmène en Égypte pour aller se pencher plus en détail sur des sarcophages sur lesquels nous retrouvons soit des excroissances, soit des restes d'excroissance. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que ça nous permet de comprendre et quelles sont les clés de compréhension que cela permet d'obtenir. Et pour y voir un petit peu plus clair, eh bien on va constater qu'une approche pragmatique, presque archaïque, permet également de se dépatouiller un petit peu dans ce méli-mélo. Et juste avant ça, je vais vous emmener autour d'un énorme sarcophage en granit. Et on va analyser un petit peu comment est-ce qu'il a été décoré, comment est-ce qu'il a été taillé, et quels sont les éléments qu'on retrouve dessus. Éléments qui vont permettre de déterminer sa date, ou en tout cas la personne qui a été enterrée. Mais, c'est ça qui est très intéressant dans cette vidéo, eh bien on va voir que justement tous ces éléments que l'on va analyser, que l'on va décrypter, eh bien nous permettent de comprendre sans trop d'erreurs, eh bien que ce sarcophage, comme de nombreux autres, eh bien, a été en fait hérité par les anciens Égyptiens. Un magnifique cas de réemploi, de réutilisation d'un héritage bien plus ancien. Et bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les sarcophages, les excroissances, ça arrive tout de suite après le générique. Maintenant les amis, je vais vous montrer un exemple absolument magnifique de réemploi. Donc tout d'abord, on va poser des bases en observant ce sarcophage. Granit rose, brut, avec à la base de fines décorations, rien de particulier. Et là-bas, nous avons l'immense sarcophage de la princesse Néferupta, datant de la 12e dynastie, dit-on, qui était d'ailleurs une des premières femmes royales à avoir son nom dans un cartouche. Par contre là, il est vraiment gigantesque, comme vous pouvez le constater. Mon 1m75 arrive à peu près ici. Et à la base, on a la même décoration que sur le sarcophage précédent. On est bien d'accord? On va faire tout le tour pour bien vérifier ce qu'on va dire. Donc on fait le tour et on constate effectivement que ce sarcophage est vierge de toute inscription. Jusque là, on est d'accord. Pourtant, à un moment ou à un autre, on est venu tailler ceci. Et donc là, c'est un formidable exemple de réemploi, pardon. C'est relativement incontestable. Et alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait que c'est Néferupta? Eh bien, c'est là que le problème se pose. C'est que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, cette femme royale avait, même s'il n'était pas pharaon, son nom dans un cartouche. Et son nom, il est ici. Donc on se base sur quelque chose qui de toute évidence a été gravé et rajouté a posteriori, qui n'est pas contemporain de la construction du sarcophage. Et c'est ainsi que l'on peut se demander, que l'on doit se demander à quoi servait ce coffre, cette boîte immense auparavant. Sur le côté du couvercle, vous remarquez des restes d'excroissance, mais vous l'avez vu aussi il y a quelques instants, il n'y en a pas de l'autre côté. Donc si c'était pour de l'aide au transport, il devrait y en avoir des deux côtés. Et il suffit aussi de réfléchir quelques instants en termes d'équilibre et de répartition des forces pour comprendre que une grosse excroissance en plein milieu ne vous aidera pas trop, va même beaucoup vous compliquer la tâche en termes de transport, si tant est que ça aide au transport. Et pour confirmer le tout, on va retourner de l'autre côté. Bonjour monsieur. Et constater non seulement qu'il n'y a rien, mais qu'il n'y avait rien aussi, parce qu'on pourrait très bien voir des restes, mais ce n'est pas le cas.
Alors on va commencer par le pied de ce couvercle. Excroissance au milieu, toujours présente. Ici sur la tête, plus d'excroissance, donc s'il y en avait une, elle a été bien éliminée. Est-ce qu'il y en avait une? On peut se dire que oui. Vous allez voir sur les exemples qui suivent avec celui-ci en premier. On va maintenant aller au pied de cette même statue. Un reste d'excroissance qui a été grossièrement retiré. Le prochain, excroissance qui n'a pas été retirée. On va voir ce qui se passe au niveau de la tête. Excroissance qui n'a pas été retirée. On va continuer notre petit bonhomme de chemin par là-bas. Excroissance qui n'a pas été retirée ou grossièrement et qui a d'ailleurs amené à une casse. Alors, de là à savoir si la casse est contemporaine de l'enterrement du pharaon, difficile à dire. Et ici, pas d'excroissance, elle a été proprement retirée, s'il y en avait une. Ici, elle a été grossièrement retirée. On est d'accord. Et ici, elle n'a pas été retirée. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si les excroissances aidaient au transport, eh bien, on serait systématiquement en porte-à-faux. Parce qu'une excroissance au milieu, c'est impossible qu'en le transportant, on ne soit pas complètement déséquilibré. Donc, il a fallu réfléchir à autre chose. Et en fait, il se pourrait que ces excroissances n'aient pas été des aides au transport, mais de l'aide tout simplement à la manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la logistique et la main-d'œuvre nécessaire au transport était gérée intégralement sans recourir aux excroissances. Ça veut aussi dire que la logistique et la main-d'œuvre nécessaire au soulevage des couvercles lors de la mise en bière, on va dire, du pharaon était aussi gérée. Par contre, là où les excroissances vont être utiles, eh bien les amis, c'est peut-être tout simplement sur les tout derniers instants avant de reposer le couvercle. C'est-à-dire, on va prendre celle-ci, toute la logistique et la main-d'œuvre permet de soulever et de descendre le couvercle jusqu'ici, et ensuite on ne peut pas mettre les doigts ou laisser les outils, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y aura un tout petit instant où on aura besoin d'aide, et c'est à ce moment-là qu'on va recourir aux excroissances. On va utiliser leur présence pour garder le couvercle en l'air à quelques millimètres de là où il va venir se poser, et ensuite on va pouvoir lâcher le tout pour finalement sceller définitivement le tombeau. Cependant, la question qu'on peut se poser, c'est une fois que le tombeau a été refermé et scellé définitivement pour l'éternité pour le pharaon et son voyage vers l'au-delà, pourquoi n'a-t-on pas proprement retiré les excroissances, alors que si elles étaient toutes en binôme, eh bien on a vu à l'instant qu'il y a des sarcophages sur lesquels elles ont été proprement retirées. On ne sait pas trop. Si vous voulez mon avis, c'est peut-être tout simplement pour ne pas trop déranger le voyage du pharaon dans l'au-delà, parce qu'il faudrait au moins une bonne journée de boulot pour retirer intégralement ces excroissances. Là on est sur du basalte ou du granit noir, donc de la roche très très dure, et il est peut-être vrai que l'on se soit dit à l'époque eh bien qu'on va laisser le pharaon tranquille dans son voyage vers l'au-delà plutôt que de lui imposer des vibrations et des coups d'outils uniquement pour retirer ces excroissances. Voilà, c'est une explication très basique qui finalement n'est pas plus bête qu'autre chose, et on n'a pas besoin de s'en remettre systématiquement à des technologies complètement folles ou autres. On peut aussi réfléchir de manière archaïque, et c'est un petit peu ce que j'ai fait pour essayer de comprendre sur ces petits sarcophages
À quoi pouvaient servir ces excroissances? Voilà les amis, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures à travers le monde ou dans les dossiers de Planète Raw. D'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de bien vous porter et surtout de garder la passion. Ciao ciao!